Bonjour tout le monde! Bonjour! Je crois qu'il y en a, ça fait un moment là, si vous m'entendez sur Spotify, je pense qu'il y en a, ça fait un moment que vous m'aviez oublié aussi. Écoutez, je suis de retour sur Spotify. Sur YouTube, vous m'avez vu à 15 jours. Les autres, je vous invite à faire de même et à me suivre sur YouTube. Écoutez, on est reparti pour une nouvelle. Je vais pas dire une nouvelle saison parce que, écoutez, j'ai un problème avec mon décor là. C'est une première, on est encore en train de tester, on est encore en période de test. Là voilà, donc on y est, c'est une première. Écoutez, là je suis entourée de micros. Si à un moment il y a un truc qui lâche, je n'arrive plus à gérer, c'est pas mon dos en fait, parce que là moi je suis en train de tout faire pour que ça tienne. Si ça tient pas, c'est plus mon problème. Bref. Donc déjà, merci d'avoir cliqué sur ce petit podcast. Je sais que ça fait un bail, mais ça me fait trop plaisir de vous retrouver en fait. Et ce podcast m'est venu récemment parce que j'ai regardé la série sur Disney Plus, Vogue in the 90s. Si merde l'accent anglais, pourtant j'habite au Canada, mais vas-y, c'est toujours pas rentré dans ma tête. Et en fait, c'est une série qui retrace tout ce qui s'est passé dans les années 90 dans la mode, et je voulais absolument vous en parler parce que c'était une décennie absolument incroyable, et tout ça s'orchestre autour de Vogue, d'Anna Wintour chez Vogue et tout ça. Ça a été une décennie hyper mode, hyper novatrice dans plein de domaines, sur le hip-hop, sur plein de choses, sur les supermodèles, les débuts des influenceuses et tout, le Met Gala, enfin il y a eu plein de choses qui se sont passées dans les années 90 et je voulais vous résumer un peu cette série. Après, honnêtement, je vous recommande très fortement de la regarder parce que moi, ça a été 6 épisodes de pur kiff. Vraiment, je me suis levée le matin. Moi, vous savez, vous me connaissez maintenant, ça fait un bail que je le dis et que je le répète, je me lève très tôt le matin. Vous le savez, je me lève très tôt. Je me lève à 4h30 et tout ce qui peut me donner envie de me lever le matin, c'est une action de grâce. Vous avez vu ce petit décor? Alors sur Spotify, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir voir ce petit décor. Je vous invite encore une fois à me suivre sur YouTube, si ça vous plaît et si grand bien vous fasse. J'ai pris mes petites notes là sur le teco. Forcément, je voulais commencer par le règne d'Anna Wintour et des supermodèles, les années 90, c'est vraiment ça. Dans la série, on en parle énormément, mais les années 90, ça commence comme ça. C'est Anna Wintour qui arrive au Vogue US en rédactrice en chef. Elle a fait le Vogue UK, on a vu ses compétences et tout. Et elle a tout de suite vraiment mis sa patte dans le Vogue US. En fait, ce qu'il voulait, c'était Vogue était un peu un magazine féminin, c'était tout le temps les mêmes couvertures, c'était un peu chiant. Le Vogue américain était très lisse, somme toute très classique, genre. Mais Anna Wintour, elle est arrivée aux États-Unis en voulant un peu révolutionner le monde de Vogue et l'image de Vogue. Elle est arrivée et une de ses premières couvertures, ça a été la couverture du mois de mars, la couverture avec Madonna. En fait, ça vient d'une histoire d'ailleurs qui est racontée dans la série, mais si vous voulez, Anna Wintour cherchait des idées pour Vogue, États-Unis et tout, elle savait pas trop où elle s'en allait, la pauvre vieille, avec Vogue. Elle est arrivée dans un avion, elle a croisé un mec et tout, ils se sont à moitié dragouillés et tout, flirtés machin. Le mec lui dit tiens, je travaille où? Elle dit je travaille chez Vogue. Et le mec lui dit ah ouais, j'aime bien Vogue, c'est là où il y a Grace Kelly, c'est là où il y a Audrey Hepburn et tout. Puis ils sortent des actrices comme ça très iconiques mais très lisses quoi, très 20e siècle quoi, très très chiante quoi limite. Et il lui a dit surtout, je ne veux pas de Madonna dans Vogue. Et c'est là qu'elle s'est dit, ok, c'est ça qu'il faut que je fasse en fait. Donc c'est comme ça que c'est arrivé. Est-ce que vous saviez que les numéros de mars et septembre d'ailleurs, c'était les numéros qu'il fallait absolument garder. C'est vraiment les Vogue les plus stratégiques en fait, où il y a le plus de pubs dedans. C'est des numéros qui sortent de Fashion Week. C'est les plus vendus en fait tout le temps. Les mois de mars et mois de septembre. Par contre, celui qu'il faut surtout pas garder, c'est le mois d'août, parce que forcément, c'est un mois très mou, déjà dans la mode en général, mais dans le business en général, il y a vraiment plus personne. Des magazines les mois d'août qui sont absolument à bannir. Et je le disais tout à l'heure en introduction, mais les années 90, c'est aussi l'essor des supermodèles.
Les supermodèles, je pense que tout le monde les connaît, mais c'est Naomi Campbell, c'est Kate Moss. D'ailleurs, vraiment dans le documentaire Kate Moss, mais quelle star, vraiment, je l'aime trop. Je l'aime trop, voilà, Kate Moss. C'est mon alter ego. Si j'étais un peu plus vieille, ça aurait été mon alter ego. Elle est géniale, je la trouve trop sympa, genre. Enfin, elle me connaît pas en fait, elle me calcule pas, donc elle en a rien à foutre. Mais Kate Moss, voilà, pourrait être poteau, je pense. Surtout à cette période-là, les supermodèles, c'était des femmes vraiment de pouvoir. En fait, c'est pas la mode de maintenant ou les influenceuses de maintenant. Kate Moss, Linda Evangelista, Naomi Campbell et tout, c'était des nanas genre qui pouvaient demander mais des salaires exorbitants pour chacune des apparitions qu'elles faisaient. Et on va en parler un peu plus tard, mais elles ont participé à plein de défilés. Aussi des défilés qui ont été dits genre gratuits, mais on se sait que c'est pas gratuit avec ce genre de meuf. Mais d'ailleurs, par exemple, il y a Linda Evangelista qui a été interviewée dans un journal, alors je me rappelle plus exactement lequel. Elle était carrément venue à dire dans un journal, moi je me réveille pas pour moins de 10 000 $ la journée. Donc forcément, à cette époque-là, le monde de la mode, déjà que maintenant c'est un peu snobé parce que la mode est tout chiant, genre. Écoutez, c'est pas moi qui dis ça, mais je rapporte, voilà quoi, c'est un univers qui est un peu snobé. À l'époque, c'était un tout petit microcosme. La mode des années 90, c'est absolument pas la mode que on connaît maintenant. Dans les années 90, c'était vraiment pas aussi ouvert que ça. Et quand Linda Evangelista, dans un grand magazine, te sort un truc comme ça, de genre on se réveille pas pour moins de 10 000 $ la journée, je peux vous dire que ça a fait mais des tollés et tout, des articles et tout, parce que vraiment les gens sont là, mais en fait tu te fous de notre gueule, ma sista. Tu te fous de notre gueule, nous on fait quoi, genre on se lève pour 50 balles la journée, toi t'oses dire ça, genre. Les Linda Evangelista, les Naomi Campbell et tout, c'est des femmes qui sont hyper connues dans la mode classique de ces années 90 là. Bon. C'est vraiment ce que les agences recherchent, des profils comme ça, des femmes vraiment très très belles quoi. C'était la beauté. C'est pour ça que je vous disais Vogue américain à l'époque quand avant que Anna Wintour débarque. Vogue, c'était ça, quoi. C'était des femmes belles en couverture, c'était des beaux sourires, c'était mais la beauté singulière, enfin la beauté généralisée, genre. Maintenant, vous remarquerez que genre le mannequinat, c'est pas ça. On cherche des gens avec du caractère, on cherche des gens, on cherche des personnalités, tu vois. À l'époque, c'était pas ça. En fait, à côté de ça, il y a eu une meuf qui a été photographiée dans un magazine qui s'appelle The Face, qui s'appelle Kate Moss. Et Kate Moss, elle est arrivée genre avec une beauté vraiment différente. Elle avait des standards de beauté archi différents. Elle était très belle, mais c'était pas la même beauté que les Naomi Campbell et tout. C'est vraiment l'antithèse du glamour que les Naomi Campbell, Linda Evangelista et tout, et Cindy Crawford et tout, quoi. Vraiment autre chose. Alors par contre, il faut quand même savoir que genre cette couverture-là, là, la couverture de The Face, donc déjà, la Kate Moss, elle avait 14 piges. Donc autant vous dire que 14 ans, bon déjà ça a pas été archi bien pris. Bien évidemment, je pense que c'est quand même assez logique. Surtout que je vous mettrai la photo là pour Spotify. Tant pis pour vous les frérots, faut regarder sur YouTube. Là, on est tous au clair là-dessus que genre tout le monde l'a kiffé. Par contre, ça a été le début de l'héroïne chic, quoi. Vraiment genre la mode des meufs très fines et tout. Et en fait, c'est surtout que à cette période-là, il y a eu l'émergence du sida et tout. On en parle un peu dans la série. Je trouvais ça archi intéressant parce que forcément le monde de la mode a été énormément touché par cette maladie. Et l'héroïne chic, ça a été un mouvement qui est d'ailleurs un peu revenu là. J'ai cru voir là il y a quelques temps là, années, mois, je sais pas quoi, j'ai cru voir ce genre de truc là que ça revenait. Moi je suis pas d'accord avec ce genre de truc. Hein. Vraiment l'héroïne chic, il y a rien de chic. Mais c'était la maigreur à vraiment la beauté, c'était être hyper mec, c'était limite anorexie et tout, des choses qui sont assez problématiques quand même. Ensuite, je voulais vous parler dans cette série, il y a un truc qui m'a vraiment interpellée, c'est le lien entre John Galliano et Anna Wintour.
moi je connais le personnage de John Galliano, je pense que j'en ai parlé la dernière fois dans mes pires et meilleurs défilés. John Galliano est une personnalité exécrable. Genre le mec est vraiment genre... J'en ai parlé avec mes collègues aujourd'hui, mais il y en a qui connaissaient pas en fait ses réflexions antisémites. J'espère que vous savez pourquoi genre c'est une personnalité exécrable. C'est-à-dire que c'est un génie dans la mode et tout, il a vraiment révolutionné plein de trucs et Dior, John Galliano, c'était incroyable, mais on va en reparler. Mais par contre, en tant que personne, le mec est absolument imbuvable, genre. Mais bref, allez voir cette petite vidéo où il parle de quelque chose que je ne devais pas aborder là, parce que c'est vraiment ubuesque, genre, je sais pas si c'est le bon terme, mais vraiment, c'était imbérable, le mec. Et en fait, moi, je voulais vous parler de ça parce que ça m'a marqué, je le savais pas du tout, mais Anna Wintour a énormément contribué à l'essor de John Galliano et à sa carrière future. Déjà, dans les milieux un peu underground, on commençait à entendre parler de John Galliano et tout. Il sortait de Central Saint Martins, donc on va en reparler aussi, mais Stella McCartney est sortie, John Galliano, il y a eu tellement de gens qui ont fait Central Saint Martins. Je pense que c'est une école tellement cool, mais bref. En fait, le lien qu'il y a entre Anna Wintour et Galliano, il est assez simple, c'est que Anna Wintour donc entend un peu parler de Galliano et tout. Et ce qui va rapidement se passer, c'est que elle va carrément lui financer une collection. Parce que lui, il avait pas d'oseille, il était fauché, et dans le documentaire, franchement, le documentaire est tellement bien foutu, parce qu'il y a toutes les personnalités qui témoignent. C'était hyper intéressant, et c'était trop bien, mais John Galliano témoigne, et il explique en fait, il a souvent tendance à créer et tout dans la cuisine de ses colocs, il va à gauche à droite et tout, il a même pas vraiment d'atelier, d'appart et tout, enfin c'est un peu le bordel genre. Il est tellement fauché que elle lui donne de l'oseille, elle lui donne pas non plus des milliers et des cents, genre. Mais sa première collection, c'est une collection tout en noir parce que c'est tout ce qu'il peut s'offrir. L'espèce de mousseline de soie et voilà quoi, des tissus tout simples. Franchement, ils ont mis les extraits dans la série, mais comment vous dire que genre le mec avec si peu te fait de l'or, genre. Incroyable. Anna Wintour, elle lui finançait genre son taxi, à bouffer, tu sais, genre c'était vraiment sa marraine en fait dans la mode. Et autant vous dire que quand on a Anna Wintour en marraine, quand on commence dans la mode, je pense qu'il y a pas mieux. Forcément, c'est la papesse de la mode, c'est elle qui décide. Déjà à l'époque, c'est elle qui décidait, mais là, c'est elle qui décide. Encore aujourd'hui. Donc, elle l'a lancé en fait. Elle a fait un article sur lui dans le Vogue qui a pris 12 pages. Le mec, vraiment, genre, rendez-vous compte, il était pas hyper connu, il a pas fait, ça c'était bien avant Dior et tout, hein, c'était même avant Givenchy. S'il avait pas de nom, on le connaissait pas, on le connaissait dans le milieu, voilà, underground comme je vous disais, mais genre, personne le connaissait vraiment, tu vois. C'était pas Jean-Paul Gaultier, tu vois. Et elle l'a même fait rentrer du coup chez Givenchy parce que à son entretien chez Givenchy, le rédacteur aussi qui travaille avec Anna Wintour, André Leontelli, je crois, l'a accompagné à son entretien pour Givenchy, genre, si on peut dire entretien, mais bon, comme ça c'est un peu plus clair pour tout le monde, genre, et il lui a montré l'article de Vogue. Et c'est comme ça qu'il a pu être pris, parce que forcément le mec est arrivé, a ouvert le magazine, a dit, écoutez, est-ce qu'on ferait un article de 12 pages sur un mec qui n'a aucun talent dans le Vogue US. Bon bah voilà, forcément le mec il s'est dit bon ok, donc il est arrivé directeur artistique chez Givenchy, puis on connaît après la carrière qui s'en est suivie, mais il est parti chez Dior. Et vraiment, je le répéterai jamais assez, mais Galliano chez Dior et Alexander McQueen, c'est vraiment mes stars. Et j'en parlais dans mes pires et meilleurs défilés. C'est le début de cette période-là. Moi, la période des années 2000 dans la mode, c'est la meilleure période pour moi où il s'est passé le plus de choses. Et les années 90, ça a été l'essor de tout ça. Donc c'est pour ça que cette série est hyper intéressante, parce que si vous vous intéressez un peu à la mode des années 2000, début 2000, hein, je parle bien début 2000, parce qu'après... Mais moi, ma période préférée, c'est vraiment les toutes premières années 2000, là, entre 2000 et 2005, globalement. Je trouve que c'était incroyable. Mais les années 90, en fait, ont permis toute la suite. Et c'est pour ça, entre autres, que cette série, moi, je l'ai trop kiffé, quoi. Et d'ailleurs, bon, Galliano, c'est tellement un perfectionniste qu'à cette époque-là, même sans le sou, même sans l'oseille,
Il a demandé à Linda Evangelista, Kate Moss, Cindy Crawford de défiler pour lui gratos. Alors c'est ce qu'on dit, gratos. Après, est-ce que vraiment ça s'est passé comme ça? Je sais pas, je suis pas leur pote, mais apparemment, c'est ce qui a été dit dans le documentaire, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors là, on va rentrer dans une partie qui est très importante dans ce documentaire-là et qui a amené énormément de choses et beaucoup de réflexions aussi que j'ai eues par la suite, genre. Le grunge et l'essence du grunge dans la mode. Faut quand même savoir que à cette époque-là, dans les années 90, les marques fonctionnaient beaucoup. C'était des marques un peu bon chic, bon genre, quoi. Par exemple, Marc Jacobs, lui, était directeur artistique de Perry Ellis. Enfin, il était directeur artistique. Je vais commencer par le début. L'essor du grunge, ça a commencé bien évidemment en Angleterre. Franchement, la mode anglaise dans les années 90, Vivienne Westwood et tout, il y a eu énormément d'underground, il y a eu beaucoup de mouvements. Et le grunge, et Kate Moss en parle énormément dans la série, mais à l'époque, le grunge, c'était ça, c'était vraiment être contre ce glamour, cette espèce... On sortait des années 80, quoi. 80, voilà, c'était fortement coloré, c'était des grands souliers, des grandes chaussures, des grands sacs, des machins, des trucs qui brillent et tout. Le grunge, c'est vraiment des looks presque masculins, féminins, enfin bref. Je pense que vous voyez un peu le truc, mais on est loin du bon chic, bon genre, quoi. Vraiment, et c'était ça. Marc Jacobs, il l'a très vite compris, et lui, il est arrivé chez Perry Ellis en 93. Et malheureusement, il a fait une faute qui l'a un peu foutu dans la merde, on va dire, le beau vieux. En 93, chez Perry Ellis, il a fait son premier défilé, très grunge. Perry Ellis, je vais peut-être expliquer un peu ce qu'est cette marque. C'est une marque qui vendait un peu éponyme de Ralph Lauren maintenant, c'est-à-dire que c'était une marque qui vendait le rêve américain, quoi. Genre, t'as ta maison dans les Hamptons, t'as une belle baraque, t'as un bateau, et puis tu t'habilles en très classe, quoi. Marc Jacobs, jeune prodige, arrive donc chez Perry Ellis et lui il fait un défilé, mais grunge. Mais grunge, grunge, grunge. Et autant vous dire que genre ça a choqué tout le monde forcément, parce que c'était pas du tout déjà l'essence des clients et tout, ça marchait pas. Il s'est fait virer sur le champ, le beau vieux. Virer sur le champ. Après bon, voilà, hein, c'est un public qui ne fonctionne pas. Voilà, ça ne fonctionne pas avec son public. Il a été viré, mais ça a été un moment qui a été vraiment charnière dans sa carrière parce que il a ensuite été vraiment moteur de tout le mouvement un peu grunge. Et vous rendez-vous compte que genre chez Perry Ellis, quand même, faire une collection comme ça, c'était assez ouf. Par exemple, le grunge, c'était aussi McQueen qui disait « Je vais détruire la mode de l'intérieur ». Il a dit ça après ou avant un de ses défilés. Et c'est vraiment ça, le grunge, en fait. C'est que la mode, un moment, à une période, on se faisait chier, quoi. Vraiment, on se faisait chier. Ils sont arrivés les deux, avec leur envie de vraiment dépoussiérer tout le truc, de tout recommencer et de faire autre chose. Et c'était ouf. Enfin, genre, de voir ça, c'est ouf. D'ailleurs, en parlant d'attitude un peu grunge, et en parlant de McQueen de son vrai nom, Lee McQueen, tout le monde dit Alexander McQueen, puisqu'en fait, quand il a sorti ses premiers défilés, qui s'est fait vraiment connaître et qu'il a commencé à avoir des clients, des articles dans la presse et tout, le mec a commencé à flipper parce qu'il faut savoir qu'en sortant de Central Saint Martins, comme tous les Anglais et tous les gens qui ont du talent en fait sur cette planète, bah il touchait les allocations chômage. Il avait peur de se faire reconnaître en fait dans les articles de presse. Donc il a changé son nom pour s'appeler avec son deuxième prénom Alexander McQueen, mais de son vrai nom c'est Lee Alexander McQueen. Bon voilà, je pense que j'en ai déjà parlé énormément d'Alexander McQueen et de son talent, mais toutes ses collections, tous ses défilés du début, moi c'est ça qui me plaît dans la mode, cet esprit rebelle un peu, de tout devoir, tout pouvoir rechanger. C'est eux qui décident en fait, c'est eux qui font le truc, c'est eux qui font la mode. Donc vraiment j'ai trouvé ça... Enfin, j'adore ces collections, vraiment, je pense que je changerai jamais d'avis sur la question, mais... Et puis, ils faisaient des trucs de provoque, quoi, c'était de la provoque tout le temps, j'ai trouvé ça ouf. Et puis, forcément, quand un style commence à émerger, c'est-à-dire là, le grunge, son contraire émerge, et c'est ce qui s'est passé avec Tom Ford chez Gucci. Tom Ford est arrivé chez Gucci, en voyant l'essor du grunge, il s'est dit « Non !» Je veux reprendre un peu les rênes de tout ça, et lui a lancé un mouvement qui était vraiment le porn chic, quoi. Tom Ford chez Gucci, c'est du porn chic. Il a commencé vraiment, et ça a pris un tournant, cette
cette collection un peu sexy, audacieuse, on va dire, avec des termes un peu plus simples. En 95, quand il est arrivé, qu'il a fait son premier défilé pour Gucci, c'était des chemises en satin qui étaient très ouvertes, des looks avec des meufs avec des cheveux un peu ébouriffés, tu te demandes d'où elles sortaient, genre, mais tu sais, c'était des looks très sexy pour l'époque. Puis des matières, quoi, des matières qui sont empruntées à des trucs de nuit, des trucs très sexy, quoi. Et puis c'est surtout, c'est un retour du glamour, quoi. Ford, il s'est inspiré du Studio 54, là où il y avait plein de soirées dans les années 80, où lui, jeune minot qu'il était, commençait à faire un peu la pampa et tout le soir, genre. Il allait au Studio 54, il se ramenait... Enfin, il s'est inspiré des stars hollywoodiennes et tout, enfin, il est vraiment en contre-courant avec le grunge, et c'est ce qui a vraiment marqué Anna Wintour, et elle en parle beaucoup dans la série, et c'est vrai que tout le monde s'en souvient, en fait, de ce défilé de Tom Ford pour Gucci, mais ça a été tellement inattendu, et puis c'est lui qui a commencé un peu à ramener des podiums, puis des lumières, des gros spots sur les mannequins, genre, franchement, pour l'époque, on n'était pas dans des défilés genre comme avant Fédération de la haute couture où c'était des meufs avec des numéros et qui défilaient, tu vois, où c'était dans une chambre toute simple. Mais là, c'était vraiment des projecteurs sur la marque, des projecteurs sur les meufs, sur les décolletés et tout. Donc ça a été quand même les débuts des grosses mises en scène, quoi. Ce qui a surtout marqué le début de l'ère Tom Ford Gucci et de toute cette sensualité dans la mode et tout, c'est quand forcément Madonna, alors Madonna on en parle beaucoup dans ce podcast, mais franchement Madonna dans les années 90 c'était la star de cette planète, et invitée au MTV c'était vraiment un très 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 gros événement, qui est toujours regardé, mais à l'époque c'était un truc de ouf. Et Madonna au MTV arrive avec une chemise en satin Gucci. Ça a fait un tollé, tout le monde en a parlé, tout le monde en a voulu, et c'est comme ça qu'on est arrivé à l'ère de Gucci, quoi. De Tom Ford pour Gucci, c'était absolument ouf. Bon, il y a un truc aussi dont il faut qu'on parle quand même, dans les années 90, ce qui a été un gros mouvement et qui a amené encore actuellement toute une culture, c'est forcément le crossover entre la mode et le hip-hop. Le hip-hop dans les années 90, c'est Missy Elliott et toutes ces rappeuses-là. C'est toute une culture, voilà, forcément. Alors la série s'attaque vraiment à New York. C'est un peu la petite critique que je pourrais faire. On a parlé un peu de Londres et de New York, vite fait de Paris. Aujourd'hui, on a l'avantage que comme la mode s'est vraiment démocratisée, on arrive à d'autres mouvements mode en fait. On arrive à d'autres choses, d'autres créations, des tout petits créateurs qui font des trucs parce que la mode s'est démocratisée. Dans les années 90, c'était pas ça, c'était vraiment un style de vie, quoi. Et le hip-hop, c'était ça. Et notamment à Harlem, il y a un mec qui s'appelait Dapper Dan. Et lui a un peu insufflé un vent dans sa communauté à Harlem et tout, la communauté noire et tout, c'était un truc de fou parce qu'en fait le mec s'est rendu compte que les marques de luxe étaient inaccessibles pour des gens comme lui et pour des gens comme sa communauté, mais pour autant tout le monde en voulait et tout le monde se disait c'est quand même un signe de classe, de richesse et tout machin. Le hip-hop vraiment mélanger toutes les cultures et tous ces quartiers-là. Et plus le hip-hop avançait, plus le hip-hop fonctionnait, plus on voyait les personnalités à la télé et tout. C'était toujours un peu sous-représenté alors que c'était vraiment un très gros mouvement, tu vois, à l'époque. Et en fait, lui, ce qu'il s'est dit, c'est que il allait ramener la mode dans ses quartiers. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, bon, très clairement fait des contrefaçons, en fait. Il a pris des logos Gucci, les a collés en froissant sur des sweats, sur des vestes et tout. Faut savoir quand même qu'à l'époque, Gucci ne faisait pas, ou était très connu que pour les accessoires. Louis Vuitton ne faisait pas du tout de prêt-à-porter, et lui faisait des fringues Louis Vuitton. Donc tout le monde voulait les acheter vraiment. À Harlem, c'était que ça. Tout le monde allait chez Dapper Dan que pour ça. Et la petite anecdote, c'est que quand même, maintenant, Louis Vuitton a fini par travailler avec Dapper Dan, donc c'est quand même assez ouf. En fait, très vite, ces vêtements à lui sont devenus signes de richesse dans ces quartiers-là. C'est signe de réussite, quoi. Les marques ont commencé un peu à le voir. Les marques ont commencé un peu à comprendre
ce qui se passait, parce qu'on voyait des gens qui arrivaient chez Ralph Lauren, qui piquaient des trucs. On parle notamment d'un groupe Low Life, je crois, ou je sais plus exactement, Low Lauren, je me souviens plus du nom exactement, mais c'était un espèce de petit gang qui faisait des tout petits cambriolages dans les magasins et tout pour récupérer du Ralph Lauren, mais les marques ont commencé un peu à s'intéresser à ça. Et ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure, Tommy Hilfiger a mis les premières, enfin un premier mec égérie noir pour Tommy Hilfiger, ce qui est quand même assez ouf parce que Tommy Hilfiger c'était une marque très conservatrice à l'époque, donc ça a fait tout un élan. Et c'est surtout ce qui a tout fait péter pour Tommy Hilfiger et le lien avec le hip-hop et tout, c'est Snoop Dogg qui apparaît au Saturday Night Live avec un gros logo Tommy Hilfiger. En fait, on a compris le lien du hip-hop et de la mode, c'est que on voit quelqu'un au MTV, on voit quelqu'un au Saturday Night Live, les gens écoutent Snoop Dogg, les gens sont passionnés par ce mec-là, ou en tout cas ont envie le trouvent cool, quoi, ont envie de lui ressembler, comme nous le principe des influenceurs maintenant. À l'époque ça n'existait pas, on savait pas trop, mais on savait que ça faisait vendre. Et le mec porte un gros Sweet Tommy, mais ça a été un tollé de ouf, ça a trop bien fonctionné. Après c'était en rupture, les t-shirts et tout, puis de toutes les communautés en fait, c'était pas que les communautés noires, c'était la communauté hip-hop. Et on sait maintenant à quel point la communauté hip-hop c'est genre tout le monde, mais à l'époque c'était pas ça. Bon, surtout moi ce dont je veux vous parler, c'est vraiment la démocratisation de la mode et de l'art de la mode et du Met Gala. Ce qui s'est vraiment passé, si on peut être vraiment très sincère, c'est qu'Anna Wintour, dans les années 90, elle est arrivée à Vogue. Le Met Gala, pour ceux qui connaissent pas, c'est une soirée de lancement qui est organisée par le Costume Institute du musée le Met à New York, j'allais dire à Montréal, à New York. Et c'est la soirée de lancement où on lance la collection et tout, et chaque année, le thème de cette collection-là, c'est le thème du Met Gala. Début des années 90, le Met Gala, c'est une soirée genre très élitiste, il y a très peu de monde, voilà, des gens richissimes de l'Upper East Side qui viennent et tout, on n'en parle pas tellement, c'est pas ouf. C'est une soirée caritative surtout qui permet de financer des fonds pour cette collection-là. Mais voilà, c'est un petit événement. Anna Wintour, elle est arrivée et elle a invité toutes ses connaissances dans la mode en disant on va organiser le Met Gala. Elle a mis le Met Gala en place avec des petites idées de collection et tout machin. Ça fonctionnait bien, on en parlait de plus en plus, mais ce qui a vraiment fait exploser, c'est le Met Gala sur le thème du rock. Et en fait, c'est devenu une grande soirée costumée en fait. Et on entend dans la série, mais c'est vrai quoi, genre les gens vont au Met Gala plus qu'ils vont aux Oscars ou je sais pas au Grammy, genre tout le monde va au Met Gala, tout le monde va au Met Gala. Et c'est une soirée mode et Anna Wintour ça se voit et genre et c'est pour ça que le Met Gala, moi je kiffe cet événement aussi, mais ça démocratise la mode, mais surtout l'art de la mode. Alors forcément, tous les pélos qui ne connaissent pas la mode vont être là, genre mais c'est quoi cette tenue et tout, genre ça ressemble à rien, machin. Quand tu vois des tenues, genre moi mon Met Gala, on en parle, en plus je suis trop contente, mais on en parle en plus dans la série, mais le Met Gala en 2023 sur Karl Lagerfeld, mais mon dieu, c'était incroyable parce que la collection a été faite par le Costume Institute sur Karl Lagerfeld, mais c'était le meilleur Met Gala où genre les gens étaient déguisés en choupette. Comment vous dire, moi après, comment je peux parler de la mode, genre, à part vous dire que c'est des moments comme ça qui font ce que j'aime dans la mode. Vraiment, c'était incroyable, genre. Et le Met Gala, maintenant, c'est ce que c'est, mais voilà, toutes les années 90, c'était ça. Ça a été l'essor de plein de trucs, ça a été l'essor du hip-hop, ça a été ça a été l'essor des supermodèles, de Naomi Campbell, de Kate Moss, d'une nouvelle façon de voir la mode, façon de voir le mannequinat, ça a été des nouvelles créations, le grunge, John Galliano et tout. Ça a ouvert l'artisanat mode à un autre niveau, c'est-à-dire que avant ça, on parlait de haute couture, on se faisait chier avec Chanel, on se faisait chier avec Dior, on se faisait chier en fait.
globalement. Ça faisait chier, il y avait des modes, voilà, mais c'était très conservateur, les mannequins étaient bien coiffés, machin. Années 90, enfin après, comme dans tout, dans la mode, dans la musique, ça a eu un essor de ouf. Surtout, et je vais en parler très vite fait, mais Internet, quoi. En vrai, je suis en train de vous filmer, je suis en train de faire un podcast et tout sur ce sujet-là. Mais franchement, Anna Wintour, elle en a rien à carrer de ma gueule, mais à l'époque, j'aurais pas eu toutes ces connaissances-là. Il y a eu les premiers documentaires mode où on s'est rendu compte que bah ouais, finalement, les gens, ça les intéresse. La mode, tu vois, ça démocratise. Le documentaire s'appelle Unzipped. Mais voilà, les années 90, ça a été essor de ça a été moteur de ça, et c'est pour ça que vraiment c'est une série que j'ai adorée. J'ai vraiment adoré, voilà, je fais que de parler, je déblatère depuis tout à l'heure, mais je vous conseille à 1000% de regarder cette série, parce que vraiment c'était absolument génial. C'est 6 épisodes, c'est sur Disney+. J'ai trop kiffé. J'ai trouvé ça archi intéressant. Il y avait énormément de monde d'interviewer. Anna Wintour, il y avait Hillary Clinton, s'il vous plaît. Il y a plein de sujets dont j'ai pas parlé dans cette vidéo-là, que j'ai pas évoqué, mais je vous conseille d'aller la regarder si vous voulez en savoir un peu plus. Mais c'était trop bien, quoi. C'était trop bien. Voilà. Donc on se retrouve la prochaine fois pour mon podcast. J'ai des petites idées. Je pense qu'on va parler du rapport à l'identité à travers la mode, mais en tout cas j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce petit décor vous aura plu. Moi j'ai trop kiffé. Voilà. Puis on se retrouve à bientôt. On se retrouve bientôt, à bientôt. Je sais pas par comment on finit. Moi, genre je sais pas. J'ai pas envie d'arrêter en fait. On fait comment? J'ai trop aimé cette série, quoi. Vraiment, je l'ai conseillée à tout le monde. C'était trop bien. Voilà. À plus.